Ce soir, manifestants anti-vaccins. Le chef du Bloc québécois demande à Justin Trudeau de ne pas jeter d'huile sur le feu. Quel impact ces manifestations pourraient avoir sur la suite de la campagne électorale? L'analyse des politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Justin Trudeau persiste et signe sur Trans Mountain. Erin O'Toole rattrapé par ses candidats climato-sceptiques. On discute de l'enjeu de l'environnement dans la campagne avec Patrick Bonnet de Greenpeace et Marc-André Viault d'Équiterre. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Au jour 16 de la campagne électorale au pays, le chef du NPD a dévoilé à Ottawa son plan pour s'attaquer à l'évasion fiscale. Jock Meeting promet, entre autres, un investissement de 100 millions pour augmenter les ressources et le personnel de l'Agence de revenus du Canada. De passage à Granby, au Québec, le chef libéral s'est engagé à investir 1 milliard de dollars sur 10 ans pour renforcer la protection des plus importants cours d'eau douce au pays, dont le fleuve Saint-Laurent. Justin Trudeau a aussi promis de créer une agence canadienne de l'eau en 2022 pour mieux protéger les réserves d'eau douce au Canada. Le chef conservateur, de son côté, a rendu public son plan pour interdire les usines à chiots et mettre fin au mauvais traitement à l'endroit des animaux. Le chef du Bloc québécois était de passage à Montréal, où il a fait une série d'annonces en immigration. Yves-François Blanchet demande à Ottawa, comme l'a fait le premier ministre François Legault la semaine dernière, de rapatrier dans la province la gestion de la catégorie d'immigrants pour le regroupement familial. Questionné au sujet des manifestants qui ont perturbé les annonces de Justin Trudeau au cours des derniers jours, Yves-François Blanchet a suggéré au chef libéral de ne pas jeter d'huile sur le feu. Je me permettrais c'est mon avis, là, je ne dicte rien à personne, de suggérer au premier ministre de ne pas jeter d'huile sur le feu. C'est un homme qui, d'habitude, a des propos assez affables. Et lorsqu'il interpelle les manifestants, il dit « J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fâché, je vais vous l'imposer, je reculerai pas ». Je crois que, même si ce n'est pas des gens très, très propices au dialogue, une attitude responsable, une attitude rassembleuse, une attitude informative serait davantage de nature à réduire ce genre de risque qu'une attitude un petit peu baveuse. Et je poursuis sur cette déclaration de M. Blanchet avec Christine Normandin, qui est candidate du Bloc québécois à sa réélection dans la circonscription de Saint-Jean sur la rive-sud de Montréal. Bonsoir, Mme Normandin. Bonsoir, Mme Bégin. Bon, il faut préciser d'abord que votre chef a condamné les manifestations anti-vaccins contre Justin Trudeau. Il dit que M. Trudeau doit pouvoir s'exprimer librement dans cette campagne électorale. Mais quand même, M. Blanchet a aussi reproché l'attitude, et là je le cite, un peu baveuse de M. Trudeau face aux manifestants. Est-ce que Justin Trudeau a des choses à se reprocher, selon vous? Bien, en fait, plutôt qu'un reproche, je me permettrais d'y voir un appel au calme d'une certaine façon. De la façon dont je comprends les propos de mon chef, c'était davantage ça, considérant l'agressivité qu'on peut constater chez certains manifestants. Est-ce que le style plus confrontationnel était le plus approprié? Je pense que c'était plus une remise en question de ça, en fait, que M. Blanchet a fait. Et je le vois un peu comme un appel au calme généralisé dans le contexte. C'est des gens possiblement qui ont peur d'une certaine façon, qui manquent peut-être de certaines informations et de simplement se braquer et de dire « je ne reculerai pas », peut-être que ce n'est pas l'attitude à avoir dans le contexte et que ce n'est pas celle qui va amener au plus de résultats. Donc, je le vois plus comme un appel au calme qui est aussi une responsabilité collective là, des chefs dans le contexte pandémique. Oui. Sur l'annonce du jour du Bloc québécois maintenant concernant l'immigration, le Bloc qui demande de rapatrier au Québec la gestion de la catégorie d'immigrants regroupement familial là, pour pouvoir leur exiger une maîtrise adéquate de la langue française. En fait, c'est exactement la même demande qu'a faite le premier ministre François Legault la semaine dernière. Expliquez-nous vos demandes au Bloc en matière d'immigration. Est-ce qu'il y a du nouveau, en fait, je vous demanderais, dans ce que vous demandez au Bloc dans cette campagne électorale en rapport avec l'immigration? Oui, il y a certainement du nouveau, mais si on les prend point par point au niveau du rapatriement de la catégorie parrainage, c'est nouveau, ça suit une demande de Québec. Évidemment, on peut pas demander pour Québec quelque chose qu'ils n'ont pas demandé eux-mêmes. Et dans ce contexte-là, ça s'y prête de la même façon qu'on porte une autre demande de Québec qui est le rapatriement du dossier des travailleurs étrangers temporaires, là, ce qu'on appelle amicalement le PTET. Donc, ça fait partie de nos
nos demandes, mais il y en a plusieurs autres aussi qui touchent de façon plus ou moins directe la question de l'intégration en matière d'immigration. Rien de très... vous tomberez pas en bas de votre chaise là, en entendant les positions du Bloc, mais c'est des demandes qui découlent d'actions passées. Je pense, par exemple, à la connaissance suffisante du français pour l'obtention de la citoyenneté lorsque la demande se fait à partir du territoire québécois. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement nouveau. Chez nous, on a déposé des projets de loi à cet effet même dans les précédentes législatures, mais on revient à la charge puisque le dossier n'a pas abouti, le projet de loi n'est pas devenu loi. Et ça fait partie de l'aspect intégration de l'immigration qui peut se faire par le biais des responsabilités fédérales, parce que la citoyenneté est toujours de compétences fédérales. Donc, il n'y a pas nécessairement de grandes surprises. On est plus dans la continuité et dans le respect des demandes de Québec qui veut pouvoir mieux contrôler son immigration afin de mieux l'intégrer. On se cachera pas que Québec a une particularité au niveau de l'immigration qui est la question de la langue et beaucoup de nos demandes vont tourner autour de ça, vont graviter autour de la question de la langue. Je veux maintenant vous entendre sur le début de la campagne électorale du Bloc québécois. Si on se fie à la moyenne des sondages, du moins jusqu'à maintenant, là, il semble que le Bloc fait en fait du surplace, je dirais, dans la campagne. L'aiguille n'a pas bougé pour le Bloc depuis le début de la campagne électorale. Selon les projections, vous êtes loin des 40 sièges que vise votre chef, M. Blanchette. Est-ce que vous êtes toujours confiant d'y arriver à ce stade-ci de la campagne? Pour ma part, tout à fait. On est, d'une certaine façon, même si on a 2 semaines de fête déjà dans la campagne, on reste quand même en début de campagne. C'est une campagne estivale. Est-ce que l'attention des gens est à 100% sur la campagne? Non, je pense qu'ils sont plus en vacances présentement. Et je m'attends à ce que la campagne se fasse un peu en 2 temps, là. Une deuxième partie avec un rythme peut-être un peu plus accéléré à partir des débats des chefs. Donc, c'est pas quelque chose qui m'inquiète parce qu'une campagne, c'est pas la photo au fil de départ qu'on regarde, c'est la photo au fil d'arrivée qui est importante. Et oui. Mais parce qu'on sait que le Bloc, vise des sièges dans la région de Québec, notamment. M. Blanchette a fait une déclaration sur le 3e lien écologique, là, qui l'a suivi au cours des derniers jours quand même. Déclaration qui a déçu même des militants indépendantistes, qui jugent que ça plombe la campagne du Bloc québécois. Est-ce que c'était une erreur de la part de votre chef, M. Blanchette, d'avoir qualifié ce projet d'écologique, de s'être prononcé, en fait, sur ce 3e lien? Mais je me permettrais peut-être de corriger les propos. M. Blanchet n'a pas dit qu'il était écologique. Il a regardé la possibilité qu'il le soit en rappelant que c'est à Québec de faire le travail au niveau de l'acceptabilité sociale, au niveau du BAP aussi. Et on peut pas reprocher à M. Blanchet de souhaiter un projet qui soit le plus écologique possible si tant est que Québec décide d'aller de l'avant avec le projet. Donc, je pense pas que c'est quelque chose qui plombe la campagne. C'est une position classique du Bloc québécois de dire, écoutez, ça relève de l'infrastructure, des infrastructures, ça relève de Québec. Le rôle du fédéral est de transférer l'argent. Donc, c'est pas quelque chose qui est particulièrement nouveau, je vous dirais. Le Bloc québécois qui ne parle pas de souveraineté du tout dans cette campagne électorale, évidemment, l'appétit pour la souveraineté est plutôt faible au moment où on se parle au Québec. Est-ce qu'à cause de l'influence de la CAQ, le Bloc est devenu davantage un parti nationaliste qu'un parti souverainiste? Bien, il faut pas perdre de vue que l'élection dans laquelle on se trouve présentement, élection par ailleurs dont on ne voulait pas parce qu'elle est en contexte de pandémie et de 4e vague, bien, elle est en contexte de pandémie et de 4e vague. Et M. Blanchet l'a déjà mentionné très récemment, on lui reprocherait de parler de souveraineté et d'être un peu déconnecté de la réalité s'il le faisait en le martelant à chaque jour constamment, alors que l'attention doit aussi être tournée sur la gestion de la crise, la relance économique qui suivra. Ceci dit, il n'y a pas un des dossiers que le Bloc porte qui ne fait pas écho directement à la souveraineté. On parle constamment de rapatrier des pouvoirs au Québec. On parle du respect des champs de compétences du Québec. On veut s'assurer de la francisation, justement, des nouveaux arrivants par le biais de ce qui devrait relever de Québec. Donc, à chaque dossier dont on va parler, il y a une tangente, il y a une couleur, il y a une saveur indépendantiste. Et c'est pas parce qu'on ne dit pas indépendance que ça n'y est pas. Donc, il faut pas non plus essayer de dénaturer nos propos et faire comme si tout d'un coup l'indépendance n'était plus une priorité. Elle l'est à travers chacune des demandes qu'on fait, à travers chacun des engagements qu'on prend. On va continuer à suivre votre campagne au Bloc québécois. Christine Normandin, candidate du Bloc dans la circonscription de Saint-Jean sur la Rive-Sud de Montréal. Merci beaucoup. C'est un plaisir.
On va revenir sur les manifestations anti-vaccins lors des rassemblements de Justin Trudeau au cours des derniers jours pour analyser maintenant l'impact que ça pourrait avoir sur la campagne électorale. Je retrouve pour ça nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bon, vous avez vu comme moi ces manifestations, c'est assez houleux là, contre Justin Trudeau, des insultes, des cris, des pancartes avec le chef libéral qui a la corde au cou. Vraiment, ça va loin. On voit ça aux États-Unis, mais Geneviève, qu'est-ce qu'il faut en penser dans cette campagne électorale au Canada? Je pense que ça surprend tout le monde. On s'attendait pas à ça. Puis effectivement, on le voit aux États-Unis. Puis là, on se rend compte que ça traverse la frontière. J'ai l'impression que pour l'instant, ça reste circonscrit à un très, très petit groupe, oui, qui est très, qu'on entend très fort, là. Mais j'ai pas l'impression que c'est généralisé, ni que la population soit en faveur de ça. Alors, on n'a pas un Donald Trump ici qui les encourage. Et tous les chefs ont dit non, il faut pas que ça se passe. Et ça peut aider Justin Trudeau jusqu'à un certain point parce qu'il est plutôt bon dans les situations difficiles où on le confronte, justement quand il y avait affaire avec Donald Trump, c'est là qui était à son meilleur. Et donc, peut-être que ça pourrait arriver aussi. Alors, ce serait peut-être un peu la question de l'arroseur arrosé. Ça pourrait se retourner contre les manifestants, donc à suivre, mais c'est quand même étonnant de voir ça au Canada dans cette campagne. Daniel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez aussi que ça pourrait aider Justin Trudeau? Oui, bon, c'est étonnant, mais c'est pas étonnant en même temps parce qu'on a vu des manifestations quand même, les vestes jaunes, d'autres groupes durant la pandémie, des manifestations contre les vaccins, contre les masques. On voit ça régulièrement ici à Montréal, par exemple, depuis le début de la pandémie. Donc, je pense que Geneviève a raison que ça pourrait aider Justin Trudeau. Je pense qu'Erin O'Toole ici doit vraiment continuer à dire qu'il condamne ces gestes-là, ces actions-là, et que c'est pas, même s'il y a des gens de son parti qui ont été vus parmi les manifestants, que lui, il rejette ça, parce que c'est vrai que c'est quand même des propos qui sont souvent disgracieux, racistes, sexistes, des menaces de mort. Alors c'est vraiment l'extrême là, et des extrémistes, et il faut surtout pas que pour Erin O'Toole, que son parti soit associé à ces gens-là. Bon, parlons justement de la campagne d'Erin O'Toole sur les propos de sa candidate, la Cheryl Gallant, sur le confinement climatique. C'est des propos conspirationnistes. Ça fait beaucoup jaser. Geneviève, il y a plusieurs candidats conservateurs qui nient les changements climatiques. Jusqu'à quel point c'est embarrassant pour Erin O'Toole? C'est encore embarrassant parce que c'est encore une fois un député de la fange un peu extrême, dans une des extrêmes qu'il y a au Parti conservateur, qui se prononce publiquement. Donc, il y a la question de l'avortement, il y a la question de l'aide médicale à mourir. Maintenant, c'est l'environnement. Puis l'environnement, ça va quand même être un enjeu très important durant cette campagne-ci. Et donc, M. O'Toole va encore devoir expliquer qu'il est capable d'unifier les troupes et que les gens vont l'écouter. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit hier lors de l'émission sur les chefs, avec les chefs, qui disait tous ces candidats adhèrent à sa politique sur le climat, mais visiblement, on sent qu'il y en a qui adhèrent peut-être un petit peu moins que d'autres, puis ça va être à M. O'Toole de convaincre tout le monde que oui, il est en charge, il a les deux mains sur le volant, là, pour reprendre une expression consacrée, puis que c'est lui qui décide, ce qui est peut-être pas gagné d'avance. Daniel, parce que Erin O'Toole a aussi dû remercier un de ses candidats en Nouvelle-Écosse à la suite d'allégations de comportement inapproprié envers une femme. Jusqu'à quel point toutes ces histoires, finalement, ça place Erin O'Toole sur la défensive en ce début de troisième semaine de campagne? Oui, voilà, ça le place sur la défensive et je pense qu'il doit montrer, comme Geneviève le dit, au fond qu'il a une main de fer, même si c'est dans un gant de velours, mais parfois dans un gant de fer, et qui doit un peu jouer un peu le rôle que Stephen Harper a joué. Parce que le succès de Stephen Harper, c'était une discipline de fer, justement pour unifier ce parti-là et rappeler à l'ordre ceux qui déviaient de ses positions, sur des positions vraiment officielles du parti, de la plateforme. Et je pense que Erin O'Toole, maintenant qu'il est en avance, que les conservateurs sont en avance dans les sondages, il montre qu'il est quand même un chef qui est capable de, peut-être, qui a une chance de donner la victoire aux conservateurs. Peut-être que les troupes conservatrices vont faire preuve d'un peu plus de discipline qu'avant la campagne. On l'a vu, dans divers moments, sur les médias sociaux. Donc, je pense qu'il doit vraiment adopter une attitude très ferme envers
les gens qui dévient de la voie qu'il veut que le parti Oui, emprunte. c'est ça, il n'y a pas le choix. Je vais revenir sur les entrevues des chefs hier à Radio-Canada lors d'une émission spéciale. Geneviève, vous en parliez il y a un instant. Bon, chaque chef qui répondait à tour de rôle aux questions sur leur politique, leur plateforme. Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance des différents chefs? Dans l'ensemble, tous les principaux chefs s'en sont bien sortis. Il n'y a pas eu de gaffe majeure. Je parle de Justin Trudeau, Erin O'Toole, qui a appris à se faire connaître un peu, Jack Metzing, Yves-François Blanchette. Tous ces chefs-là, ça s'est bien passé. Par contre, à mon avis, ça a été très mauvais pour Annamie Paul. Hier, elle n'a pas réussi à convaincre que ça allait bien dans le Parti vert, puis qu'elle était la leader qui convenait pour ce parti-là. Et j'ai l'impression que les appuis qui, normalement, auraient dû aller au Parti vert vont se déplacer vers le NPD. Donc, s'il y avait un vainqueur, je vous dirais, un peu par défaut, ce serait Jack Metzing, parce qu'il a présenté un peu sa plateforme environnementale qui pourrait séduire des Canadiens avec des objectifs ambitieux. Et c'est vraiment Mme Paul qui lui donne un peu cet appui-là parce que elle a vraiment mal performé hier. Daniel, votre avis? Je suis d'accord au sujet d'Annamie Paul. Et le fait qu'elle ne soit pas se déplacer, qu'elle est restée à Toronto, ça prouve aussi que maintenant, elle est en mode survie. Elle veut essayer de l'emporter dans le comté de Toronto-Centre. Puis même si elle dit « oui, je suis la chef du parti », en fait, c'est une candidate dans un comté à Toronto, puis elle essaie de faire un peu jouer son rôle de leader du parti. Mais le fait qu'elle soit la seule qui ne se soit pas déplacée, je pense que aussi ça contribuait à créer un malaise. Et donc, c'est la perdante de ce débat-là. Pour ce qui est des autres chefs, je pense que Erin O'Toole, c'est son premier, vraiment une expérience comme ça en français, une bonne pratique pour les débats là, qui vont se dérouler, les 3 débats, surtout les 2 en français. Et je pense qu'il a assez bien fait, même si il y a eu des hésitations, notamment au sujet de la question. Bon, par exemple, on lui a demandé « Est-ce que vous accepteriez d'avoir un ministre de la Santé ou une ministre de la Santé qui ne soit pas vacciné? » Il n'a pas vraiment répondu. Mais en général, ça a été une performance correcte de tous les leaders, sauf d'Annamie Paul. Un mot sur la plateforme des libéraux en terminant. Il nous reste quelques secondes. Geneviève, je vais terminer avec vous. Bon, on entre dans, je le disais tantôt, la 3e semaine de la campagne et la plateforme libérale n'est toujours pas dévoilée. M. Trudeau continue à dire que ça sera dans les prochains jours. Est-ce que, Geneviève, les libéraux sont en train de se nuire? C'est une bonne question et on le verra quand la plateforme va être dévoilée. Ça va dépendre comment on va la recevoir. Peut-être qu'il y a des surprises et qu'on va juste parler de ça après, pendant les 3 semaines suivantes et que ça va être à l'avantage des libéraux. Mais peut-être que ça va être autre chose aussi, peut-être un peu de temps mouillé dans le sens on a attendu tout ce temps-là pour pas grand-chose. Alors, c'est un gros point d'interrogation. Je pense qu'ils prennent un pari risqué. Ouais. Maintenant, ce que je sens, c'est que le rythme ça augmente dans les annonces. Depuis hier, on sent qu'il y a des annonces un peu plus nouvelles et ambitieuses de la part des libéraux. Alors, est-ce que ça va continuer pour justement offrir après la plateforme? Puis j'ai bien hâte de voir le cadre financier, pas juste des libéraux, mais de tous les partis. On n'a aucun cadre financier pour l'instant. Alors, ça pourrait être un morceau important là, dans les prochaines semaines, là, pendant la campagne. Oui, en tout cas, d'ici le 20 septembre, très certainement. Geneviève et Daniel, merci et on se retrouve lundi prochain. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. L'enjeu de l'environnement a dominé les points de presse de ce jour 16 de la campagne électorale. Le chef conservateur Erin O'Toole a été bombardé de questions sur son choix de garder des candidats climato-sceptiques dans ses rangs. Le chef libéral Justin Trudeau a quant à lui dû encore une fois justifier sa décision d'acheter le pipeline Trans Mountain. Alors on écoute messieurs O'Toole puis Trudeau. Nous sommes unis sur la lutte contre le changement climatique. Comme j'ai dit, tous nos candidats vont appuyer notre plan pour le rétablissement du Canada. Ils disent le contraire, incluant les engagements pour le changement climatique. C'est pourquoi, en avril, j'ai lancé notre plateforme sur le changement climatique. On doit atteindre nos objectifs tout en protégeant les emplois. Je le sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ma décision d'acheter un oléoduc et d'investir tous les profits dans ce virage vert. Mais je l'assume. Et je l'ai défendu en 2019, puis je continue de le défendre. Et Stephen Guilbeault et tous les environnementalistes qui sont avec nous continuent à le défendre. Parce que du leadership, être au gouvernement, ça exige des choix difficiles des fois et des choix impopulaires. Et pour discuter de cet enjeu de l'environnement dans la campagne électorale, je retrouve Patrick Bonnet, qui est porte-parole de Greenpeace Québec, et Marc-André Viault, qui est directeur des relations gouvernementales chez ITER. Alors, bonsoir à vous deux.
Bonsoir. D'abord, sur le bilan. Bonsoir. D'abord, sur le bilan des libéraux. On vient d'entendre Justin Trudeau dire qu'il assume finalement sa décision d'acheter le pipeline Trans Mountain. L'aide fédérale au secteur des combustibles fossiles s'est élevée à 10,7 milliards de dollars par année en moyenne sous Justin Trudeau. C'est davantage que sous Stephen Harper. Patrick Bonnet, je vais commencer avec vous. Quel bilan vous faites de la gestion de l'environnement par les libéraux? En général, c'est un bilan qui est teinté d'incohérence. Donc, on a vu un virage suite, je dirais, quasiment à la destruction environnementale qu'on a vu sous le gouvernement Harper. M. Trudeau a mis en place des mesures, a pensé au prix sur le carbone à 170 $ la tonne pour 2030, des investissements en transport collectif, une loi climat. Mais en même temps, comme vous l'avez mentionné, a continué de financer à hauteur de plusieurs milliards par année les combustibles fossiles, a refusé jusqu'à tout récemment de même reconnaître que le secteur pétrolier et gazier doit voir ses émissions réduites. Donc, c'est des mesures insuffisamment ambitieuses en plus, comparativement, par exemple, à M. Biden, qui, en 3 mois, a réussi à proposer une cible plus ambitieuse que M. Trudeau. Donc, malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire du côté des libéraux. Oui. Marc-André Viault, votre collègue Patrick Bonnet parle d'un bilan teinté d'incohérence pour les libéraux. Est-ce que les libéraux, quand même, ont fait des bons coups pendant leurs années au pouvoir? Je pense que mon collègue Patrick l'a mentionné. La question du prix sur le carbone et de l'augmentation du prix sur le carbone, c'est une politique qui est significative. Ceci étant dit, effectivement, il y a des incohérences. Et c'est ce qu'on va chercher à voir au cours de cette campagne-là. Quelles seront les décisions, quels seront les projets qui seront mis de l'avant et est-ce que ces projets-là correspondent avec nos ambitions en matière de lutte au changement climatique et de lutte contre la crise climatique. Et c'est vraiment ça qu'on va regarder et c'est ça qu'on demande et c'est ça que les Canadiens demandent de la part de leur gouvernement. Mais vraiment, la question de la tarification du carbone et la loi climat, évidemment, la loi C12 qui pourrait toujours être améliorée, mais je dirais que ce serait vraiment ça, là, les 2 éléments phares du dernier mandat du gouvernement Trudeau. Bon, pour ce qui est des conservateurs maintenant, on a aussi entendu là, qu'il y a quelques minutes le chef Erin O'Toole qui a défendu sa décision de garder des candidats climato-sceptiques dans ses rangs. Patrick Bonnet, qu'est-ce que vous en pensez? Malheureusement, on aurait aimé d'avoir davantage de leadership de la part de M. O'Toole. On se souvient lors du Congrès des conservateurs, une majorité ont rejeté l'idée de reconnaître l'existence des changements climatiques et de s'y attaquer. Le chef a dit qu'il allait prendre ça à bras-le-corps et faire de la lutte climatique une priorité. Très clairement, la lumière du plan des conservateurs, ce n'est pas le cas. Ils proposent d'en faire moins, ils proposent d'affaiblir des mesures actuellement en place. Encore une fois, le secteur pétrolier et gazier est central pour eux, c'est central à l'économie, c'est davantage de pipelines, c'est davantage d'exploration, d'exploitation. Malheureusement, c'est clairement le parti qui arrive avec la plateforme la plus faible, voire je dirais même très inquiétante en regard de la crise climatique et de ce qu'exigent les Canadiens et les Canadiennes actuellement. Marc-André, qu'est-ce que vous en pensez de la plateforme électorale des conservateurs en matière d'environnement, vous? Écoutez, il y a une reconnaissance de l'importance d'agir. Maintenant, est-ce que cette importance d'agir-là ou est-ce qu'on reconnaît l'urgence à la hauteur de la crise? Je vais laisser aux Canadiens le soin d'en juger. On voit des éléments intéressants, on a vu des éléments intéressants qui avaient été proposés, notamment en ce qui a trait à l'instauration de normes VZE, comme de véhicules zéro émission, comme on a présentement ici au Québec. Donc, une volonté d'assujettir l'industrie à des normes plus serrées en matière d'offres de véhicules électriques et moins de véhicules polluants sur nos routes. Donc, il y a des aspects intéressants. Il y a l'aspect de la carboneutralité aussi qu'il faut noter. Donc, on a l'ensemble des partis politiques qui offrent des politiques vers la carboneutralité avec des cibles différentes. On a 30 45 50 60 Donc, en fonction des différents partis, on voit qu'il y a différentes offres. Mais je reviendrai à ce que je disais tantôt. C'est la cohérence. C'est la cohérence. Qu'est-ce qu'on propose? Quel chemin on propose pour y arriver? Est-ce que ça fonctionne? Donc, il faut de l'ambition, mais il faut aussi des politiques qui fonctionnent. Je suis curieuse de vous entendre sur le 3e lien dans la région de Québec parce que le chef du Bloc québécois, finalement, s'est dit en faveur de ce 3e lien. Et François Blanchette qui affirme que c'est possible d'en faire un projet écologique. Patrick Bonnet, qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration de M. Blanchette?
Ben, on le voit déjà, cette déclaration risque de faire très mal au Bloc, dont près de 70% des électeurs qui votent Bloc ont l'environnement, changement climatique comme priorité. Pourquoi ça risque de faire mal? Ben, on le voit très bien, hein. Tous les spécialistes en transport, les spécialistes en environnement disent que le troisième lien est un mauvais projet. Ce serait 10 milliards de dollars qui seraient injectés dans une autoroute à 6 voies avec à peine un peu de transport collectif, de l'étalement urbain qui en découlerait, du trafic induit et éventuellement de la congestion, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, augmentation de la pollution. Donc, très clairement, de soutenir ce projet-là, c'est selon moi une erreur que risque de payer le Bloc qui voulait se positionner comme leader en environnement. Marc-André Viault, un troisième lien écologique dans la région de Québec, est-ce que c'est possible selon vous? Écoutez, je pense que le milieu environnemental, il y a un consensus qui s'est établi au sein du milieu environnemental, qui a fait des sorties publiques dès l'annonce du projet. Et donc, ce projet-là ne peut pas voir le jour si on est véritablement conséquent avec nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre et de lutte contre la crise climatique. C'est un projet qui va alimenter la crise climatique et donc c'est un projet qui a été rejeté par le milieu environnemental et rejeté par une majorité de Québécois également, faut-il le rappeler. Je pense qu'il y aurait avantage du côté des partis politiques, notamment je relisais la plateforme du Bloc québécois, il propose un test climat. Je proposerais peut-être au Bloc québécois de faire passer ce projet-là via le test climat qui est proposé. Je pense que ça ne passera pas la ronde, si c'est le cas. Mm-hmm. Sur la campagne électorale en général maintenant, on entre dans la troisième semaine de cette campagne. Selon plusieurs sondages, l'environnement, c'est une des priorités pour les électeurs canadiens. Patrick, est-ce que vous trouvez que ça se reflète dans la campagne électorale jusqu'à maintenant? Malheureusement, si on regarde en général les partis et leur niveau d'ambition au regard de la crise climatique, est largement insuffisant. Insuffisant pourquoi? Parce que les Canadiens et Canadiennes ont vécu cet été des feux de forêt dont la fumée traversait l'entièreté du Canada. On se souvient de la canicule meurtrière également, des périodes de canicule encore plus récemment. Donc, il y a un niveau d'éveil qui n'a pas été vu depuis longtemps, clairement. Depuis le début de la pandémie, on n'avait pas vu ça comme priorité. Le rapport du GIEC où l'ONU dit c'est un code rouge pour l'humanité. Et malheureusement, les partis ne proposent pas des niveaux d'ambition et des plans qui permettraient des virages majeurs, radicaux et rapides dont on a besoin pour réduire nos émissions, pour respecter la science. Donc, on ne voit pas ça au niveau des plateformes comme étant le cœur des plateformes, ou à tout le moins que l'ensemble des propositions permettrait d'être cohérent avec la lutte climatique. Donc, jusqu'à maintenant, on est déçus. On espère, les partis ont encore quand même quelques jours qu'ils vont arriver avec des mesures supplémentaires parce que les électeurs et électrices le demandent et la science l'exige également. Marc-André, est-ce que vous êtes déçu également? Est-ce que vous trouvez que ça prend assez de place, l'environnement, dans la campagne électorale depuis jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'habitude d'être souvent parfaitement d'accord avec mon collègue Patrick, mais là, à ce point-ci, je vais dire pas tout à fait. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Je pense que l'environnement occupe une place assez importante, mais qu'elle va continuer d'augmenter. On l'a vu, puis je vais prendre l'exemple du troisième lien dont on vient juste de parler. Le troisième lien a réussi à s'accrocher dans la campagne pendant une semaine alors qu'il n'était pas l'enjeu principal. Pourquoi? Parce que les gens sont curieux, parce que les journalistes posent des questions et parce que les chefs de parti doivent être redevables. On a une crise climatique, on a une sécheresse exceptionnelle qui met à mal 74% de nos territoires agricoles, 39% du pays. C'est énorme. On a eu un dôme de chaleur qui a coûté la vie à 815 personnes en Colombie-Britannique. Il faut agir et il faut agir avec vigueur et avec des politiques ambitieuses. Ça vaut en effet la peine qu'on en parle dans cette campagne électorale. Alors, Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Québec, et Marc-André Viault, directeur des relations gouvernementales chez Équiterre. Merci beaucoup à vous deux et bonne fin de journée. Merci. Merci. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 16e jour de la campagne électorale au pays. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.